Pour cette deuxième conférence organisée dans le cadre des webinaires vers un mouvement empirique en droit, nous avons le plaisir d'accueillir Oriane Sulpice aujourd'hui à propos de la fabrique des décisions de justice en matière d'urbanisme. Et je suis particulièrement ravie d'introduire ces travaux puisque nous avons une histoire commune de laboratoire au CERDAP 2 à Grenoble. Donc pour présenter son parcours vraiment en quelques mots, parce qu'il faut l'important est de pour lui laisser la parole à elle, évidemment. Donc elle a soutenu Oriane Sulpice une thèse en 2020 sur le contentieux des plans locaux d'urbanisme en station de ski comme fabrique de la jurisprudence. Je regarde bien mes notes, qui est un sous-titre entre rationalité juridique et intérêt politique. Thèse dans laquelle elle a adopté une approche antiformaliste en sciences juridiques. Oriane a ensuite réalisé un postdoc auprès de la chaire de droit des contrats publics à l'Université Lyon 3 et elle est maintenant maîtresse de conférences en droit public à l'Université Lumière Lyon 2 et membre du laboratoire transversal. Et ce séminaire, il faut souligner, est organisé pratiquement à la date anniversaire de son dernier ouvrage qui est paru en janvier 2025 sur l'urbanisation des stations de ski face aux juges administratifs. Et donc, nous allons maintenant utiliser son sous-titre pour nous plonger avec elle dans la fabrique de la jurisprudence en matière d'urbanisme. Et donc, Oriane, on te laisse la parole. Ouais, bah, tout d'abord, merci à vous trois hein, de m'avoir invité et d'organiser le séminaire. On s'est déjà croisé l'été dernier à l'école d'été sur les méthodes empiriques que vous avez organisées. Et c'est vraiment euh, très important de votre part d'organiser ça et de faire en sorte qu'on se rencontre, qu'on discute de ces méthodes et qu'on puisse voilà, en faire quelque chose qui monte en puissance. Je pense que c'est extrêmement important à visibiliser. Et donc, merci encore. Donc, pour cette présentation, bah oui, ce que je vais vous présenter, c'est mon travail de thèse essentiellement. Et ces méthodes empiriques, je les ai utilisées pendant ma thèse de 2016 à 2020, mais aussi pendant mon postdoctorat sur la commande publique environnementale. Mais bon, là, je me contenterai à, euh, à l'urbanisme. Mais en fait, le cadre théorique un peu que j'ai utilisé et les méthodes, je les ai reproduits dans la commande publique. Donc, je pense que ça peut s'appliquer à tout un tas de domaines, même si vous faites pas du droit de l'urbanisme, ben en fait, c'est pas grave. Si de près ou de loin, vous travaillez sur l'administration, l'application du droit par l'administration, etc., je pense que ça vous intéressera. Maintenant, je vais essayer de vous partager mon PowerPoint pour pouvoir un peu commencer à discuter de tout ça. Hop. Alors, euh, voilà, ce séminaire, je proposais que ce soit appelé la fabrique des décisions de justice en matière d'urbanisme. Mais le but, c'est pas de rebuter celles et ceux qui en font pas. En fait, on verra que ce que j'ai fait, ça peut s'appliquer à des choses bien plus larges. Donc voilà, ce que je vous ai dit, c'est que j'ai fait ma thèse, ce que vous a expliqué aussi Bénédicte, j'ai fait ma thèse de 2016 à 2020 à l'Université Grenoble-Alpes. J'avais un contrat doctoral qui était financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes et j'ai utilisé des méthodes empiriques. Donc voilà, il y a eu ma thèse et puis un ouvrage ouais, paru l'année dernière chez Marais Martin à la collection Droit, Sciences et Environnement sous une forme un peu remaniée de ma thèse en fait. Euh, alors, ces méthodes empiriques, Julien Bétail, il vous en a déjà parlé la semaine dernière et je pense que sa présentation, elle était très intéressante, notamment sur les méthodes quantitatives. Et en fait, je pense qu'il faut qu'on s'entende aussi sur le terme empirique, même si vous l'avez déjà bien travaillé, je pense, auparavant. Et si en fait l'ouvrage de Ariane et Armand, il aide vraiment à ça, il pose les choses de manière claire. Par exemple, si on prend Mario Bunge, qui est un physicien et un philosophe des sciences, lui, il nous dit, voilà, une idée peut être considérée comme scientifique uniquement si elle peut être testée objectivement avec des données empiriques. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il lie la nécessité d'un travail scientifique avec celle de faire du travail empirique. Et la deuxième chose, c'est qu'il nous dit, bah, en fait, une connaissance, pour être scientifique, elle doit être compatible avec l'essentiel du savoir scientifique. Donc ça, c'est intéressant. Et ensuite, si on reprend l'ouvrage d'Ariane et Armand, ils nous disent la méthode empirique, elle est définie comme l'utilisation systématique de données récoltées de manière qualitative ou quantitative pour décrire ou analyser des phénomènes juridiques. Et ici, ben, moi, je parlerai plutôt de méthode qualitative. Vous avez vu le quanti la semaine dernière, enfin la semaine dernière ou la séance d'avant. Moi, je ferai plutôt le quali, il n'y aura pas tellement de quanti. Je pense qu'il y a une autre chose aussi à discuter, j'en discuterai un peu plus longuement, c'est quelle posture théorique? Comment est-ce qu'on se raccroche à de la doctrine juridique quand on a envie de faire de l'empirisme et quand on voit que, comme dit Bétail, toute la doctrine en parle, mais personne ne le fait. Et c'est très frustrant.
Mais par exemple, si on va chercher chez nos amis belges Host et Kerkhoff ou Kirchhoff, je sais pas, j'ai jamais compris comment on dit, mais bref, vous voyez de quoi je parle. Leur ouvrage Jalons pour une théorie critique du droit, paru en 87, eux, ce qu'ils disent, ils reprennent la théorie de Hart, de Herbert Hart, la théorie du droit, et eux, ils nous disent, bah, on peut adopter une posture externe modérée, un point de vue externe critique pour travailler sur le droit. Et c'est ça qui nous intéresse, en fait, quand on fait de l'empirisme, souvent, c'est qu'on n'a pas le point de vue interne des acteurs au sujet de droit, c'est qu'on a une sorte de point de vue externe. Euh, pour recueillir ces données empiriques et se poser des questions de recherche, bah, il faut avoir une sorte d'externalité qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas participer à son terrain ou être sur le terrain, mais en tout cas, il faut avoir en tête une certaine posture qui nous permet d'aller investiguer la posture interne des juristes, des pratiques juridiques. Ensuite, si on reprend un peu la définition de Julien Bétail, lui, il nous dit, bah oui, effectivement, la démarche empirique, c'est le fait de se poser des questions de recherche où on va essayer d'établir une démarche causale. Et souvent, seul le recours à la méthode empirique permet de le faire. Donc, on est loin de la démarche spéculative du positivisme et on va avoir recours souvent aux méthodes des sciences sociales, donc quantitatives ou qualitatives, pour mener cette recherche. Voilà, rapidement, pour un peu vous situer cet empirisme, mais pour vous parler un peu plus de mon parcours et peut-être comprendre un peu plus pourquoi j'ai formulé les choses comme ça, pourquoi je suis allée travailler sur les PLU en montagne et pourquoi se poser cette question de cette manière-là. En fait, moi, j'avais fait une partie de mes études à Sciences Po Grenoble. Et Sciences Po Grenoble, c'est une école aussi des politiques publiques, de l'étude des politiques publiques en France. Et en fait, pour moi, faire de l'empirisme, c'était pas du tout nouveau. C'était tous les travaux que j'avais lus ou que j'avais vus en cours, c'était normal quoi d'avoir et on nous faisait lire en cours de recherche à partir du master 1, il fallait être capable de lire un article de recherche et de comprendre quelle était la littérature, l'objet de la recherche, la littérature, le cadre théorique, la question de recherche, les méthodes, les hypothèses et les résultats de la recherche. Donc ça paraissait assez normal en fait de faire une recherche comme ça et quand j'ai écrit mon projet de thèse, finalement, ça me paraissait pas si fou. Mais c'est après, en m'inscrivant en thèse de droit, même si j'avais fait du droit, j'ai vite compris que les juristes, c'était un peu nouveau pour eux, qu'ils ne comprenaient pas, et qu'on observait voilà, un petit retard, en fait, sur ces méthodes-là, qui m'a beaucoup questionné au départ. Et donc, j'ai beaucoup lu de théorie juridique pour essayer de comprendre mais pourquoi, comment ça se fait. Et en fait, personne n'avait trop la réponse, quoi, à ça. Et je pense que 10 ans après, en gros, on commence à fournir des vraies questions pour des doctorants ou des jeunes chercheurs qui se posent cette question-là. C'est pour ça que l'ouvrage, il est d'autant plus essentiel, celui que vous avez publié, parce que sinon, on est dans une sorte de désert où on tâtonne. Et même si on lit les grands ouvrages considérés comme les ouvrages sur les méthodes du droit, en fait, on ne trouve pas ça. Et notamment dans les disciplines où je travaille en droit de l'environnement et de l'urbanisme, en fait, Julien Bétail, dans son HDR, il a travaillé sur la doctrine en droit de l'environnement. Et ce qui montre, c'est que la plupart des articles dans la revue juridique de l'environnement ne répondent pas au canon de la scientificité ou des sciences sociales aujourd'hui, quoi. On lit les introductions des articles, il n'y a pas du tout la structure scientifique qu'on peut retrouver ailleurs, et c'est problématique parce qu'aujourd'hui, en fait, de belles études scientifiques en droit sur le droit de l'environnement, bah, elles sont produites par d'autres sciences. Elles sont produites par des collègues en sociologie, elles sont produites par des collègues géographes. Si vous regardez par exemple Droit et Société, je pense un des derniers numéros de 2024, c'est des collègues qui expliquent comment a été créée la procédure d'enregistrement des installations classées pour la protection de l'environnement. En gros, les usines, les exploitations agricoles, etc. Bah, en fait, c'est des collègues géographes qui sont allés investiguer comment cette procédure d'enregistrement elle a été créée, pourquoi. Et en fait, si on n'adopte pas une méthode empirique, parfois, je trouve que on ne se pose pas les questions de recherche parfois nécessaires à la discipline et on n'est pas capable d'investiguer ces questions-là et c'est bien dommage. Donc voilà. Maintenant, je vais aussi aborder autre chose. C'est Julien Bétail, il me semble qu'il parle beaucoup de Karl Popper. Et c'est très intéressant. Mais Karl Popper, il nous dit la science, elle progresse parce qu'on réfute des hypothèses. Bon, il y a un grand débat entre les épistémologues, les philosophes des sciences pour savoir comment la science progresse, pourquoi elle progresse, est-ce qu'elle progresse. Et en fait, il y a quelque chose qui est intéressant pour nous, c'est les travaux de Kuhn, Thomas Kuhn, sur les paradigmes. Kuhn, lui, il nous dit en fait la science, elle progresse parce qu'on a des éléments sur le... En fait, ça s'applique sur le terrain cognitif et culturel. La science, il nous dit, c'est un champ où s'affrontent et succèdent des paradigmes. Et la science, elle progresse, pas parce qu'on a réfuté des hypothèses, mais parce qu'on a un nouveau paradigme qui intervient. Un exemple un peu caricatural, mais
Quand Darwin vient voir l'Académie des sciences et dit, en fait, les espèces évoluent, s'adaptent à leur milieu, et elles sont pas des créations divines, en fait, leur évolution, elle se fait, voilà. En fait, la théorie de l'évolution, elle se heurte à quoi? Elle n'est pas venue réfuter des hypothèses, elle se heurte à un grand paradigme, voilà, qui est autre, en fait, qui est la création divine ou autre. Et donc, en fait, la bataille, elle est bien sur le terrain cognitif et culturel. Bon, c'est un exemple, voilà, très caricatural, mais voilà. Et donc, en fait, Kuhn nous dit une théorie, elle n'est pas abandonnée parce qu'elle est réfutée, elle est abandonnée parce que le paradigme auquel sont réfèrent les scientifiques a changé. Et donc, les progrès de la science se font par des critères endogènes, mais aussi exogènes, du type est-ce que la société, elle est prête à accepter un tel ou tel paradigme? Pour nous, c'est intéressant. Pourquoi je vais jusque-là et pourquoi je suis très éloignée des pistes de ski? On va y venir. En plus, c'est la période de ski. Euh, si on prend un ouvrage qui, pour moi, est important, si vous faites une thèse en droit, si vous ne l'avez pas lu, euh, c'est très prescriptif, mais je pense qu'il faut le lire. C'est un ouvrage qui s'appelle Les pouvoirs du droit de Mauricio Garcia Villegas. Mauricio Garcia Villegas, il est colombien. Et lui, il va regarder en fait comment évoluent les sciences juridiques et en gros le champ juridique en Amérique du Sud, aux États-Unis et en France. Et il va essayer d'expliquer pourquoi les antiformalistes, en gros les empiristes comme nous, ben, sont exclus des facultés de droit et du champ juridique majoritaire. Et en fait, lui, il nous dit ben, il y a deux grands paradigmes dans les sciences juridiques. Il y a les formalistes, les positivistes, tout ce que vous voulez, mais c'est derrière, et les antiformalistes, donc les sciences sociales, l'empirisme. Et en fait, lui, il nous dit les antiformalistes, c'est ceux qui refusent deux éléments centraux du formalisme juridique, c'est-à-dire l'autonomie du droit par rapport à son environnement social, et qui refusent aussi la neutralité du droit par rapport au pouvoir politique. Donc voilà, lui, pour rassembler, il rassemble divers travaux de juristes. On va avoir tant Jacques Chevalier, Pierre Lascoum que le mouvement critique du droit, euh, qui vont être les antiformalistes, Evelyne Serverin, etc. Et donc, je pense que voilà, on a une bataille du paradigme à gagner aujourd'hui, en fait, qui est importante. Je dis bataille, c'est un mot peut-être un peu fort, mais en fait, il est un peu vrai pour celles et ceux qui subissent les foudres du CNU et autres instances. Voilà, donc et je pense que c'est important. Voilà, c'est pour ça que ce séminaire est important. Mais bref, revenons aux pistes de ski. Euh, revenons aux pistes de ski. Alors, je vais vous présenter un peu mon travail. Voilà, je vais vous faire une petite introduction, parler un peu du cadre conceptuel, de ma question de recherche, mes hypothèses, des méthodes que j'ai utilisées, les résultats, et on fera une petite conclusion. Et on verra aussi les publications auxquelles ça a donné lieu et où est-ce que je les ai publiées, du coup. Aussi pour vous donner une idée de quelle revue accueille des travaux empiriques, etc. Voilà, si on regarde un peu aujourd'hui, moi j'ai travaillé sur l'annulation des plans locaux d'urbanisme par les juridictions administratives. Et si on regarde, si on prête un œil attentif, on voit qu'en fait, dans les médias, on a souvent cette affaire qui revient. Un plan local d'urbanisme est annulé, c'est la catastrophe, les élus sont pas contents, le Conseil d'État annule des unités touristiques nouvelles, qui sont en gros les nouvelles constructions touristiques en montagne, etc., etc. Donc c'est une question qui occupe souvent le devant de l'actualité. Et moi, comment j'avais été confrontée à cette question, c'est en faisant un stage à la direction départementale de la Savoie en troisième année, quand je faisais mes études. Et en fait, les fonctionnaires étaient fortement préoccupés par cette question du fait que les communes qu'ils avaient dans leur portefeuille se faisaient annuler leur PLU. Et moi, je me disais, OK, est-ce que ça arrive si souvent que ça? Quelles sont les conséquences et qu'est-ce qui se passe? C'est une vraie question qui me taraudait. Et pendant mes études de sciences politiques, j'ai été confrontée aux grandes questions de la recherche en politique publique, qui se demandent et qui sont souvent amusantes, qui montrent qu'on a de l'irrationalité dans la décision publique, qu'on a une relativité du changement dans les politiques publiques, même quand elles disent qu'elles ne changent pas, ou elles changent de manière graduelle, etc. Et on avait aussi toute une littérature sur, alors ce qui peut être ronflant, mais le judicial policy making, c'est-à-dire la fabrique des politiques publiques par les juges, ou en tout cas l'idée que les juridictions, pas un élément à part, elles ont leur rôle entier dans la fabrique des politiques publiques. Et je me disais, ça peut être super intéressant de croiser cette littérature-là avec nos petits PLU dans notre petite montagne, pas très loin, voilà. C'est pas très ronflant, c'est pas spectaculaire, c'est pas la CJUE, c'est pas la Cour suprême des États-Unis. Et puis voilà, on trouve tout un tas de littérature là-dessus aussi. Les collègues américains sont beaucoup plus avancés que nous sur ces questions-là, ou anglophones de manière générale.
Donc voilà, cette question qui se posait à moi. Les stations de ski, c'est quand même un environnement propice au conflit d'aménagement. Je vous montrerai quelques chiffres. On a de la concurrence pour les espaces, l'usage des espaces, et on a un conflit qui s'exprime devant les juridictions administratives de manière un peu récurrente. Donc je me retrouvais avec cette idée d'aller étudier le contentieux des PLU. En fait, je vais vous expliquer comment j'ai sélectionné 12 communes, support des plus grandes stations de ski en Isère, Savoie et Haute-Savoie. Donc je voulais comprendre un peu comment le contentieux devant ces juridictions avait orienté la rédaction des PLU. Est-ce que c'est tant la catastrophe que ça de se faire annuler un PLU? Qu'est-ce qui se passe vraiment? J'ai travaillé de 2000, l'année où les plans locaux d'urbanisme sont nés juridiquement. Avant, c'était les plans d'occupation des sols. C'était un autre instrument d'action publique. Jusqu'à 2017, c'est la période théorique où cette compétence passe aux intercommunalités. Et donc, sur ces 12 communes, 7 ont connu une ou plusieurs annulations de PLU sur cette période-là. Certaines 2, 3 fois. Donc, ce qui est quand même aussi assez, assez rare. Si on prend les cas des communes que j'ai sélectionnées, donc vous vous souvenez, Julien Bétail vous a certainement dit, soit on fait une étude systématique, ça veut dire qu'il aurait fallu que je travaille sur toutes les stations de ski en France, donc je serais certainement encore en thèse, soit on fait un échantillonnage. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allée chercher des chiffres produits par l'INRAE et Domaine skiable de France qui classent les stations de ski selon si elles sont grandes, très grandes, etc. Et les très grandes, c'est celles-ci. Elles sont très grandes, pourquoi? Parce qu'elles ont un moment de puissance des remontées mécaniques qui est extrêmement fort. Donc ça veut dire, c'est le moment de puissance des remontées mécaniques, c'est combien de skieurs on arrive à monter en haut des pistes par heure, en gros, ce qui reflète les investissements dans l'infrastructure des stations de ski. Et donc, une station de ski, vous le savez, elles peuvent être sur plusieurs communes. Donc, j'ai pris les communes où il y avait le plus grand nombre de lits touristiques, donc c'est les chiffres en bleu, ce qui nous donnait 12 communes réparties les plus grands nombres en Savoie, Haute-Savoie et Isère. Et elles sont toutes dans le ressort du tribunal administratif de Grenoble. Donc, c'était intéressant aussi parce que les très grandes stations de ski dans les Alpes du Nord, elles ont toutes le même juge. Ça, c'est un peu, je vous montre un peu l'évolution du contentieux de l'urbanisme. Alors, on voit qu'il a pris de l'ampleur dans le Conseil d'État depuis 2000 jusqu'à 2016 à peu près. J'avais des chiffres comme ça dans ma thèse pour montrer qu'en fait, ce contentieux de l'environnement, de l'urbanisme, là, c'est une question. En tout cas, on voit qu'on a un chiffre en augmentation. Maintenant, ce qu'on aimerait bien savoir, c'est, OK, devant le tribunal administratif de Grenoble, est-ce que ce contentieux est fort? Ben oui, en fait, on voit, là, c'est des chiffres de 2010 à 2015. On voit que devant le tribunal administratif de Grenoble, ça c'est des chiffres que j'ai tirés des rapports faits par le TA, on voit que ce contentieux il est plus fort qu'ailleurs en France, que la moyenne nationale. Donc ça peut culminer à presque 15% des affaires traitées, par exemple en 2013. Donc ça c'est un chiffre intéressant aussi. Voilà, si on prend actuellement aujourd'hui, dans le bilan annuel du tribunal administratif de Grenoble en 2023, l'urbanisme et l'aménagement occupent 12% des contentieux, bon, loin derrière le contentieux des étrangers, on le sait. Et on a toujours de grandes affaires qui ont une résonance dans les médias. L'annulation encore du PLU du Hez, au Grand Bornand, qui serait une des stations qui accueillera les JO de 2030, sur la question de l'eau, etc. Donc intéressant. À Ossois, annulation d'aménagement des pistes de ski, bon, c'est pas exhaustif. Annulation du SCOT de Maurienne, rétabli par la CA, mais qui prévoyait de l'agrandissement de stations de ski. Annulation d'une retenue collinaire à la Clusaz, qui, pareil, accueillerait les JO 2030 dans les Alpes du Nord. Donc voilà, c'est toujours une question qui est d'actualité. Et je suis un peu toute seule, donc s'il y en a que ça tente, n'hésitez pas à travailler dessus. Comme vous l'a dit Julien Bétail, l'idée c'est de reproduire, de falsifier, etc. Donc s'il y en a qui veulent refaire ce que j'ai fait, faites-le. Et si vous voulez continuer maintenant, prendre la période maintenant, il faut le faire. Je pense que ce serait super intéressant. Et d'une autre manière, si vous avez d'autres idées, voilà, il y a de la matière. Alors, les plans locaux d'urbanisme, peut-être que vous en avez jamais entendu parler, ou peut-être que si. En gros, c'est des documents d'urbanisme à l'échelle d'une commune ou d'une intercommunalité. Dans ce cas-là, c'est des PLUI qui sont élaborés pour planifier l'urbanisation. Ils définissent les possibilités d'urbaniser ou non les sols selon un zonage spécifique. Et en montagne, souvent, ces documents sont tournés vers le développement touristique. Et leur contentieux est soumis aux juridictions administratives. Le cadre théorique que j'ai utilisé. Alors, ce cadre théorique, je vais vous en parler peut-être un peu plus longuement, je vais le développer. Déjà, je me suis basée sur les travaux de Mauricio Garcia-Villegas pour dire, voilà, moi je me suis située dans l'antiformalisme juridique et dans une forme de démarche interdisciplinaire
aujourd'hui, enfin depuis quelques années, on parle de géographie du droit, un petit peu, ça pourrait rentrer là-dedans, mais personne n'est vraiment d'accord. C'est intéressant de parler de géographie du droit, mais pourquoi faire, etc. Euh, c'est intéressant de le dire, mais finalement les gens le font. Est-ce qu'on a besoin de dire que c'est de la géographie du droit? Je passe à un débat ouvert. Ensuite, j'ai travaillé, ça je développerai un peu plus après, les approches lascoumiennes du droit. C'est en fait, moi je voulais travailler quand même l'idée du PLU et remettre ça en perspective des politiques d'urbanisme et des politiques publiques. Donc, en gros, les travaux de Pierre Lascoum nous disent la mise en œuvre des politiques publiques nécessite une production normative continue et que le droit, c'est pas seulement un ordre, etc., auquel on n'obéit pas, mais c'est un ensemble de ressources mobilisables qui orientent les comportements, mais les déterminent pas forcément. Ça, c'était une partie de mon cadre théorique, donc toujours chez les antiformalistes. Une autre partie de mon cadre théorique, je suis allée creuser un peu plus le mouvement critique du droit. Alors ça, pareil, c'est un mouvement qui a eu lieu à partir des années 70 en France, qui s'est éteint dans les années 90, on va dire. Mais certains, bah voilà, avaient fait, bah, par exemple, le directeur de thèse de Bénédicte a appartenu à ce mouvement critique. Et moi, j'ai fait ma thèse, du coup, dans un laboratoire où on avait cette historique-là du mouvement critique. Et donc, l'idée, c'était de travailler un peu le droit de l'urbanisme en disant, OK, il n'est pas neutre. Si on dit que le droit n'est pas neutre, etc., OK, qu'est-ce que c'est que ce droit de l'urbanisme? Et moi, je l'ai renommé un droit de l'expansion urbaine, en fait, favorable à l'expansion des capitaux sur les territoires. Donc, on verra ça. Le rôle du juge aussi. Alors, là, dans ce cadre théorique, moi, je voulais échapper un peu à ce qu'on entend souvent et qui est un peu, qui est, je trouve, pas très productif. Enfin, ça dépend comment on le travaille, mais ce qui est l'histoire du gouvernement des juges. En fait, soit on travaille sur la rhétorique du gouvernement des juges, et c'est extrêmement intéressant, de pourquoi c'est mobilisé, comment, pourquoi, mais juste de dire il y a du gouvernement des juges, etc., c'est un peu ce que je trouvais dans la doctrine française. En fait, on ne travaille pas comme ça, de manière empirique, sur le rôle des juges, ce qui se passe, etc. Ça ne suffit pas comme théorisation, c'est trop faible et ça va pas, quoi. Il faut faire des progrès là-dessus. Et en fait, c'est en sciences politiques que je trouvais ces éléments-là de comment est-ce qu'on travaille sur l'influence des décisions des juges, etc. Il y a beaucoup de travaux sur la CJUE, la Cour suprême des États-Unis et d'autres cours. Voilà. Ensuite, le droit de l'urbanisme, je l'ai travaillé aussi avec le mouvement critique du droit, mais aussi avec la géographie critique de David Harvey, l'idée de spatial fix, l'idée que, en fait, l'expansion du capital, elle passe par l'occupation de l'espace. Et donc, quel rôle occupe le droit dans cette occupation de l'espace? Et aussi les travaux de Gilles Pinson, qui était dans mon jury de thèse aussi, qui travaille sur le projet urbain et la ville néolibérale. Donc voilà, je trouvais qu'il y avait une nécessité d'historiciser le droit de l'urbanisme en montagne. Il y a une grande idéalisation de la loi montagne de 85, en fait. L'idée que c'est une des premières grandes lois qui s'occupe de la nature, ou voilà, ou une loi du développement durable. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que cette loi, elle est prise quand il y a une crise dans les stations de ski. En fait, c'est la crise économique, quoi. Développer des stations, ça ne rapporte plus rien à personne. En fait, c'est une catastrophe économique. Et en fait, elle intervient à un moment où en fait, on le fera plus. Oui, parce que effectivement, on occupe la nature, mais surtout parce qu'il y a eu des faillites folles. Donc il y a ça aussi. Alors, les approches lascoumiennes du droit, là, je voulais vous donner, je ne sais pas si certains connaissent ou connaissent pas, dans ce cas-là, vous pouvez vous faire un café. Mais sinon, pour celles et ceux qui travaillent sur l'administration, alors c'est des articles qui datent pas d'hier, c'est vrai, mais je ne sais pas, je pense que c'est important de les connaître quand on fait une thèse en droit. Il n'y a pas que cela, mais j'ai choisi cela parce qu'ils ont vraiment été très importants pour moi et on peut rajouter celui de Bourdieu aussi sur le droit. Mais voilà. Pour travailler sur les politiques publiques, ce que je trouve intéressant chez Lascum, c'est un article de 90 qui est paru dans l'année sociologique. Lascum, là, il va faire une clé de bras aux juristes. Incroyable. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous dire on peut travailler sur la mise en œuvre des politiques publiques et le droit en utilisant Herbert Hart. Tout le monde parle de Hart, tout le monde aime Hart, tout le monde a lu, tout le monde dit c'est génial. Ok. Lascaux nous dit très bien, bah, utilisons-le pour travailler sur les politiques publiques. Donc lui, euh, il va reprendre l'idée que, vous savez, pour Hart, le système juridique est constitué de règles primaires et de règles secondaires. Et les modalités d'application des règles primaires dépendent de règles secondaires de décision. Et donc, Lascum nous dit, OK, en fait, les politiques publiques créent de nombreuses règles secondaires d'application. Et donc, voilà comment est-ce qu'on peut théoriser, en fait, dire, ben oui, aller travailler sur les documents de l'administration, sa production dans l'application du droit,
c'est du droit, parce qu'en fait, on peut se rattacher à Art, et donc on va pouvoir aller travailler sur les circulaires, les documents qu'on va trouver dans l'administration, etc. Tout ça, ce sont des règles secondaires d'application. Ce sont des normes produites lors de la mise en œuvre de l'action publique dans une interaction complexe entre de multiples acteurs. Et donc, pour la SCOUM, les politiques publiques, c'est une création normative continue. Super chouette, quand on est juriste, du coup, on peut se dire, voilà, on peut y aller. Et en fait, personne ne théorisait trop bien ça, je trouvais. Et donc, l'article de la SCOUM, il est souvent cité par des collègues sociologues, etc. Mais pas trop chez les juristes, en fait. Et notamment pas trop chez les juristes en droit administratif. Alors que la SCOUM, là, de quoi il nous parle? Ben, du droit administratif, en fait. Et de qu'est-ce que c'est que ce droit administratif? Ensuite, si on veut sélectionner un autre article qui a vraiment été important pour moi, en tout cas, c'est celui de Lascaux et Cerverin sur le droit comme activité sociale pour une approche weberienne des activités juridiques. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? En gros, c'est l'idée que les travaux de Max Weber reviennent sur le devant de la scène à partir des années 80 et qu'on va réétudier notamment sa sociologie juridique et d'autres écrits. Et c'est l'idée, en fait, que le droit est une ressource pour l'action. Et Lascaux et Cerverin vont proposer une perspective interactive pour travailler sur les normes juridiques. Eux, ils montrent que, en fait, les fonctionnaires et autres, pour appliquer le droit, ils n'ont pas une majeure, une mineure et une conclusion. Ils ont un tas de règles qui peuvent appliquer ou pas. Ils prennent notamment des exemples en droit de l'environnement en montrant en fait qu'il y a des règles pénales, administratives et autres qui appliquent quoi et comment on fait. Et donc eux, ils nous disent, ben voilà, en fait, le droit, c'est la force d'un texte de droit réside dans la distribution des pouvoirs d'action. Et c'est un ensemble de ressources. Et donc on a une pluralité de ressources juridiques. Et donc si on travaille sur l'administration, ben, il ne faut pas s'attendre à aller trouver un majeur, mineur, conclusion, un super. Non, on est noyé dans un ensemble de règles et il va falloir aller voir qui a choisi d'appliquer quoi. Donc pour eux, au vu de la diversité des normes juridiques existantes et de la multiplicité des interprétations qui en existent, eh ben, on peut se retrouver sur tout un tas d'attitudes et de pratiques sociales. Donc ça, c'était intéressant, je trouvais, et, euh, et vraiment fondateur et important leur travail. J'ai publié dans Droit et Société en 88, donc pareil, ça date pas d'hier, mais cet article est souvent beaucoup cité. Ensuite, pour travailler sur les plans locaux d'urbanisme. Bon, si on regarde le droit de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme ne sont pas tellement théorisés. Voilà, c'est un plan, une norme réglementaire à l'échelle locale, très bien. Mais en fait, si on prend l'ouvrage Gouverné par les instruments de Lascaux et Le Gallès, je pense que beaucoup de monde le connaît, cet ouvrage, eux vont mettre en avant les instruments d'action publique. Et notamment, Gilles Pinson fait un chapitre d'ouvrage sur le projet urbain comme instrument d'action publique. Et moi, ce que je viens essayer de dire, c'est OK, le PLU, c'est un instrument d'action publique. Mais j'ai pas juste changé les mots. Instrument d'action publique, ça veut pas juste dire c'est une règle réglementaire. Instrument d'action publique, ça veut dire que les instruments ne sont pas neutres, en fait, et que leur, euh, leur, euh, leur application dans l'action publique, leur utilisation, elle est pas neutre. Et c'est pas neutre, du coup, de changer d'instrument, de passer du POS au PLU à partir de 2000 et de passer à un instrument qui promeut le développement durable, etc. Et ce que montre aussi ma thèse, c'est que ce PLU, c'est un instrument sur lequel personne n'est d'accord. Les communes ne sont pas du tout d'accord sur ce qu'elles en attendent que, par exemple, les services de l'État. Et les avocats et urbanistes, c'est la même chose. Donc l'idée, c'est que le droit est au cœur des politiques publiques. Il faut se poser la question, est-ce que c'est une contrainte ou une ressource? Et finalement, je me demandais, les décisions de justice, est-ce que c'est un facteur de transformation des PLU comme instrument d'action publique? C'est un peu ça que je vais travailler à partir de ce cadre. Donc voilà, ma question de recherche, c'est quelle est l'influence des décisions de justice sur la conduite des PLU et des politiques d'urbanisme? Les décisions de justice, est-ce que c'est une contrainte rigide et est-ce qu'il existe des pratiques qui visent à se départir de cette contrainte? Voilà, c'est un peu ce que je vais explorer. À partir de toute la littérature que j'avais, j'ai un peu travaillé sur deux grandes hypothèses. La première hypothèse, c'est de dire, bah oui, quand même, les décisions de justice, elles font jurisprudence dans le sens où elles infléchissent les positions des acteurs. Elles font pas seulement jurisprudence parce que, on l'a dit dans une jolie revue juridique, elles font jurisprudence parce qu'en fait, les acteurs y font référence. Par exemple, Julien Bétail, il dit un truc super amusant, il dit une des grandes décisions de la CJUE qui est citée par la doctrine, elle est beaucoup moins citée par les juges. En fait, les juges et la doctrine n'ont pas les mêmes références aux grandes décisions. Et donc, c'est intéressant aussi. Donc là, on pourrait dire un peu la même chose. Qu'est-ce qui fait jurisprudence, en fait, pour l'administration? Et la deuxième hypothèse, c'est de se demander, c'est d'aller tester cette hypothèse de les décisions de justice, dans leur multiplicité, c'est une réserve d'interprétation. Et que c'est pas seulement une contrainte, mais que ça peut aussi être une ressource pour l'action pour certains acteurs. Et là, j'ai pas mal investigué, par exemple, le fait que les services de l'État
vont s'en servir pour dire aux communes, attention, vous allez vous faire annuler si vous ne nous écoutez pas. Regardez, d'ailleurs, on est venu avec notre joli PowerPoint pour vous montrer à quel point il y a eu plein d'annulations. Et, par exemple, les avocats et les urbanistes vont aussi voilà, mettre cette carotte pour que les communes les écoutent. Sinon, elles ne les écoutent pas, en fait. Voilà, donc mon travail sur les méthodes, j'ai pas mal travaillé sur de l'analyse de contenu, alors assez classique qu'on connaît, analyser les plans locaux d'urbanisme des 12 communes que j'avais sélectionnées. C'est-à-dire que je suis allée dans les directions départementales des territoires en Isère, Savoie, Haute-Savoie, parce que c'est eux qui ont les archives souvent des PLU. Et donc, j'ai ouvert des dossiers gros comme ça et regardé est-ce que les communes avaient subi des annulations ou pas depuis 2000. Est-ce qu'on trouve une décision de justice? Et parce que parfois, même quand on fait les entretiens, les gens ne savent plus, parce qu'ils n'étaient pas là il y a 15 ans, et c'est normal. Et aussi parce que le théâtre de Grenoble n'avait pas voulu que j'avais pas eu l'autorisation du Conseil d'État pour aller investiguer les archives. Bref. Donc j'ai fait de la collecte d'archives et de l'analyse de contenu, donc établir un document d'analyse de chaque PLU, des 12 PLU que j'avais, des travaux parlementaires, des délibérations des communes, dans toute la procédure de PLU, il y a tout un tas de délibérations qui rythment l'adoption d'un PLU. J'ai fait des entretiens avec les agents des communes, les responsables de l'urbanisme, les agents des DDT, de l'État en fait, qui sont chargés de ce contrôle, des associations de protection de l'environnement, des avocats qui suivent les communes et des urbanistes aussi, parce que le travail des cabinets d'urbanisme est extrêmement important. C'est des géographes, c'est pas des juristes, et pourtant, il faut un travail de fabrique du droit qui est très important. Et j'ai observé le travail dans les DDT de Savoie, Isère, Haute-Savoie, ce qui permettait de comprendre un peu comment on contrôle les communes et leur application des décisions de justice. Donc pas mal d'entretiens, d'analyse de contenu. Pour les résultats, en gros, pour les présenter, en gros, les résultats, la première chose, c'est que je voulais réfléchir un peu de manière critique sur le droit de l'urbanisme, donc je le requalifie en droit de l'expansion urbaine. Et en fait, la jurisprudence, certaines fois, elle est venue freiner cette expansion. Elle est venue encadrer dans la loi montagne le principe de continuité. Et en fait, ce qui embête beaucoup certains acteurs en montagne, par exemple, l'Association nationale des élus de montagne, qui est transpartisane, elle est venue combattre cette jurisprudence de manière explicite par des réactions législatives, des lois, des amendements, etc. Donc on verra un peu ça. Ensuite, ce que j'appelle l'administration du PLU en miettes. En fait, déjà, l'administration du PLU, elle n'est pas simple. Les services de l'État ne sont pas d'accord avec les communes sur ce qu'ils attendent des PLU. Les avocats en attendent parfois autre chose, les urbanistes autre chose. Donc là, en miettes, c'est un petit clin d'œil à un ouvrage qui est paru dans les années 80 qui s'appelle L'administration en miettes, qui est très intéressant pour montrer en fait toute l'incohérence en tout cas le fonctionnement de l'administration au niveau local. Et donc là, une administration des PLU en miettes que les décisions de justice en plus viennent percuter. On a un juge qui tranche des litiges entre des intérêts contradictoires, même au sein de l'administration, autour, et qui vient changer un instrument d'action publique, les PLU, qui sont pensés pour 10 ans et qui parfois vont finalement durer que 2 ans. Donc on a une jurisprudence qui est une sorte de facteur de changement d'un instrument d'action publique. Et le troisième résultat que je vais vous présenter, c'est les politiques publiques comme fabrique de la jurisprudence. C'est l'idée que la jurisprudence, elle ne se fabrique pas toute seule, mais qu'en fait, si on veut comprendre l'influence des décisions de justice, il faut comprendre les interactions entre acteurs, et que finalement, l'influence de ces décisions, elle est condamnée parfois elle est conditionnée par les usages du droit par les acteurs. On verra un peu plus ça. Donc déjà, pour vous donner une idée, voilà un tableau des PLU annulés. Donc vous voyez qu'un PLU qui est normalement pensé par le législateur pour une durée de vie de 10 ans, en gros, il dure 2 ans, quoi, le temps du contentieux, le temps de se le faire annuler. On adopte un PLU en 2008 à Val d'Isère, on se le fait annuler en 2010. Aux ALU en 2011, on se le fait annuler en 2014, etc. US en 2015, US qui est déjà en retard pour adopter un PLU en 2015. En plus, ils se le font annuler en 2017, vraiment pas de bol. Et en plus, ils viennent de se le refaire annuler. Vraiment pas de chance. Donc voilà, en fait, cet instrument d'action publique, il voit sa finalité percuter, en fait. Et qu'est-ce qui se passe quand on se fait annuler comme ça, tous les 2 ans, son PLU, quoi. Tout un tas de pratiques qui vont naître de ça. Voilà, ça, je vous en ai parlé. Le droit de l'urbanisme comme droit de l'expansion urbaine. J'ai quand même pas mal travaillé dans ma thèse sur le mouvement critique du droit, sur les théories marxistes, pachoucanistes, la forme marchande du droit. Caillos, qui le dit aussi, la surdétermination économique du droit. Et finalement, un droit de l'urbanisme
qui, même s'il a un vocable du développement durable, en fait, il permet l'urbanisation, quoi. Et notamment en montagne, euh, où ce droit de l'urbanisme, il a subi de fortes régressions depuis 1985 pour permettre des aménagements toujours plus importants. Et donc, le PLU, c'est un instrument d'action publique qui est ambigu parce qu'il serait au service du développement durable, mais en fait, pas tant que ça, suivant les contextes. Je me suis appuyée aussi sur des travaux de, par exemple, un géographe qui s'appelle Gabriel Fablet, qui lui aussi reprend les travaux de David Harvey, qui nous dit que la station de ski, c'est une organisation productive territorialisée et qui se comporte en entrepreneur urbain en compétition avec les autres. Donc pareil, je vous ai dit, chaque acteur est porteur d'une vision différente de ce que doit être un PLU. Et le PLU, finalement, c'est un instrument d'action publique assez fragile. On a aussi voilà, un affaiblissement du droit de l'urbanisme. Si on remonte les débats parlementaires des évolutions du droit de l'urbanisme en montagne, on voit que l'ANEM, l'Association des élus de montagne, ils le disent, en fait, ils viennent combattre les décisions de justice qui ne permettent pas d'urbaniser. Et ils déposent des amendements, tous les mêmes, dans des lois qui parfois n'ont rien à voir, pour permettre notamment au principe de continuité en montagne de s'étendre. Et aussi un autre plan qui va être revu du fait d'un nombre trop important, entre guillemets, d'annulations, c'est le contentieux de l'urbanisme. En fait, on va avoir plusieurs réformes qui vont être portées par des hauts fonctionnaires imprégnés par l'idée qu'il ne faut pas gêner les projets et donc gêner l'urbanisation, etc. Je ne refais pas le nombre de réformes qu'il y a eu en contentieux de l'urbanisme qui restreignent les possibilités alors d'attaquer les permis de construire, mais également les PLU. Dernière en date récemment. Alors, si on regarde les extraits d'entretien, c'est les entretiens qui m'ont permis de comprendre ça, et aussi la lecture des dossiers de PLU notamment. Par exemple, un agent de la DDT de Savoie qui me dit, bah oui, en fait, on a une différence de point de vue entre l'État et les maires. Pendant longtemps, les postes, donc l'instrument précédent, étaient l'occasion de donner des droits à construire. Avec le PLU, c'est pas la même chose. Un directeur de la DDT Savoie me dit, bon, c'est pas de la prétention, mais nous, en fait, en Savoie, on a une organisation très spécifique par rapport aux autres DDT. C'est ce qui fait qu'en fait, on est proche des élus, qu'on les connaît, qu'il nous faut confiance. Et en fait, effectivement, ça, je vais le retrouver dans l'organisation des différentes DDT. Euh, la DDT de Savoie a une organisation qui n'est pas la même que celle de l'Isère et de la Haute-Savoie. Ce qui fait que, en fait, autant en Isère et en Haute-Savoie, les DDT vont pas forcément être scandalisés des annulations, alors qu'en Savoie, si. Beaucoup plus, qu'on a une proximité beaucoup plus forte. La Savoie, ça a été aussi le département euh, central quand même du plan neige où se sont développées les stations. Et en fait, ce lien fort entre l'État et les communes stations de ski, il est resté en fait dans le fonctionnement de l'administration, dans ses habitudes. Et je me retrouve avec des fonctionnaires en fait qui m'expliquent comment est-ce qu'ils aident les communes une fois qu'elles se sont faites annuler. Alors que dans d'autres départements, les fonctionnaires vont aider la préfecture à faire un recours contre le PL. Donc ça, c'est intéressant aussi sur les visions. Euh, donc en Haute-Savoie, on me dit, voilà, l'urbanisme est très contraint, il faut lier tous ces facteurs pour élaborer un document. Et en DDT de l'Isère, j'ai aussi une agente d'État qui m'explique qu'elle, elle accompagne les communes, notamment des très grandes stations de ski, dans l'élaboration de leurs documents d'urbanisme. Elle fait le contrôle de légalité. Et en fait, ben, la préfecture retouche les avis qu'elle écrit. Elle va écrire un avis pour dire ben, attention, là, le PLU, il y a des risques d'annulation, c'est pas top, telle et telle chose. Et d'ailleurs, la commune sera annulée pour ça. Et ben, la préfecture retouche son avis. Et un avis qui est défavorable part avec défavorable sous réserve. Donc, beaucoup de déception aussi. Et quand l'annulation arrive, presque un sentiment de revanche, en fait. De dire, ah, je vous l'avais dit. Donc, intéressant ça chez les acteurs, en tout cas, la vision qu'ils ont du contentieux. Est-ce que c'est vraiment un contentieux qui va asseoir leur position ou pas? Et ça va arriver notamment chez les urbanistes et les avocats qui vont m'expliquer ben, en fait que eux accompagnent les communes parce qu'il y a eu un retrait de l'État pour écrire les PLU. Et ils m'expliquent comment bah, le fait de menacer de l'annulation, bah, c'est intéressant parce que la commune, elle vous écoute plus. Donc, on a une sorte de défiance des acteurs envers le juge administratif qui influence la rédaction des PLU
parce qu'on écrit son PLU en ayant peur de l'annulation, ce qui est renforcé par des acteurs comme les DDT, les avocats, les urbanistes qui disent attention aux annulations. Par exemple, une agent d'une DDT me disait, moi, je vais voir les communes quand je leur fais le porter à connaissance, quand je leur explique le droit, avec un PowerPoint qui reprend pas les décisions du Conseil d'État, hein, ça on s'en fiche, qui reprend tous les jugements de juridiction administrative, de tribunal administratif pour dire voilà les annulations qu'il y a eu et elles n'étaient pas loin de chez vous. Donc attention. Donc, on a une sorte de marché de l'insécurité juridique en urbanisme qui se met en place avec des avocats et des urbanistes qui vont écrire le PLU. Donc voilà, quand je vous dis on a un changement de l'instrument, bah en fait, les PLU, bon, on le savait déjà, ils ne sont pas écrits par les communes en totalité. Souvent, même les délibérations, elles sont écrites par les avocats, voire par les urbanistes. Donc on a un droit, en fait, une écriture du droit administratif qui s'externalise. Et ça, je trouvais ça intéressant aussi. Ce qu'on va trouver aussi, c'est de multiples. Alors, ça, c'est intéressant, c'est ce qu'on aime bien, c'est croustillant. C'est les multiples pratiques pour résister aux annulations. Parce que, effectivement, on le sait, voilà, en théorie du droit, on a le choix entre obéir ou pas obéir à une règle. Mais on trouve beaucoup moins d'écrits qui nous disent OK, voilà ce qui s'est passé quand une commune n'a pas envie d'appliquer une décision de justice qui s'est appliquée à elle, et c'est ce que je suis allée chercher aussi. Donc, on a ce que j'ai appliqué des stratégies de résistance formelles et informelles. Donc, stratégie de résistance formelle, bah, très classique, on connaît tous. On fait appel du jugement du TA qui nous annule. Mais en fait, ce que je montre un peu, c'est que pour résister, il faut une sorte de capital contentieux. C'est la capacité à maîtriser le litige devant la juridiction, mais aussi à maîtriser les conséquences d'une décision juridique après. Donc ça, on pense au capital juridique voilà, de Bourdieu, mais il y a aussi un article de Katia Wenfeld et Alexis Spire qui parle du capital procédural, euh, qui nous disent, voilà, en matière, par exemple, euh, en- c'est plutôt du droit des financiers, etc. Ouais. Eux, ils nous disent, ben, voilà, il faut un capital procédural. Et en fait, moi, je trouve plutôt, ben, en urbanisme, il y a une sorte de capital contentieux. Et les communes qui ont ce capital, c'est celles qui résistent le mieux, finalement. Les résistances informelles, je vais mettre en... Comment est-ce qu'on fait pour travailler sur les inégalités et les choses qu'on ne voit pas? Ça, c'est une grande question aussi. Donc, ce que je vais aller chercher, c'est regarder dans les PLU si je trouve des choses illégales ou des pratiques illégales qui ont été mises en place et si je le retrouve dans certaines communes. Ben, par exemple, ce que veulent les communes, c'est des lits chauds et donc favoriser l'implantation d'hôtels et pas de grandes résidences touristiques. Donc, je vais trouver des délimitations en zone U où on peut urbaniser qui favorisent l'implantation d'hôtels et qui, en fait, bah, sont illégales. Mais on le retrouve. Et en fait, les avocats, dans des entretiens, me disent, bah oui, on laisse passer. On dit, bah, votre PLU, il sera applicable 2 ans, le temps qu'il soit annulé. Et que font certaines communes? Et bah, tous les 2 ans, elles ont un nouveau PLU sous la main. En fait, elles ont de l'argent, les communes stations de ski. La Cour des comptes le montre, hein, elles ont beaucoup d'argent. Et en fait, ce qu'elles font, c'est que ben, elles élaborent, certaines m'ont dit, nous, on élabore un PLU qui est déjà prêt. Comme ça, si on se fait annuler, hop, on en approuve un autre qui est déjà prêt. Parce que faire un PLU, ça prend 5 ans. Donc, forcément, si on n'a pas prévu, ben, on n'a plus rien, on a retour au poste. Et puis, comme on ne peut plus retourner au poste maintenant, ben, on a retour au RNU. Donc, on ne peut pas se développer comme on veut. Certaines communes imposent des études de risque aux pétitionnaires pour les permis de construire. Ça, je l'ai trouvé aussi. Alors, ça, normalement, c'est illégal, c'est une vieille pratique. On ne peut pas le faire. Voilà. Euh, Certaines prévoient de construire en zone rouge du PPR. Voilà, ça aussi. Et en fait, ce que j'ai trouvé dans mon enquête, ce que je ne m'attendais pas à trouver, c'est la capacité des avocats et des urbanistes parfois à conseiller certaines illégalités ou des urbanistes qui me disent, nous, on est connus pour être des pompiers. On est des pompiers de l'urbanisme. C'est-à-dire que quand une commune subit une annulation, elle nous appelle pour refaire un PLU. Et donc, chez certaines communes qui n'ont pas été annulées, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, plusieurs ne se sont pas fait annuler, ben, on trouve tout plein de petites négociations avant le PLU pour négocier avec de potentiels recours. Et puis, bah, une attention réfléchie dans l'écriture du PLU, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Et ce que j'ai trouvé aussi, c'est que certaines ambitions touristiques qui n'avaient pas pu se réaliser dans les PLU sont réalisées maintenant dans les schémas de cohérence territoriaux, donc des documents qui sont plus grands. Et donc, certains urbanistes me disent, ah ouais, ce qu'on n'a pas pu faire dans le PLU, on le fait dans les SCOT maintenant. D'ailleurs, c'est moi qui ai donné cette idée-là de, par exemple, faire de la surface touristique pondérée pour répartir la surface touristique entre des communes touristiques en montagne qui seraient normalement en concurrence, parce qu'elles ont toutes le même SCOT, ce qui est très embêtant.
Mais du coup, pour satisfaire tout le monde, hop, on se répartit la surface touristique pondérée. C'est super. Et voilà, alors rapidement pour illustrer, par exemple, des stratégies de résistance. Chamonix se fait annuler en 2011. Euh, et donc, on a une annulation partielle du PLU. C'est bien d'avoir une annulation partielle. C'est une des seules communes qui arrive à avoir une annulation partielle. Et en fait, la commune, ce qu'elle va faire, elle ne va pas appliquer la décision de justice de 2011 qui s'applique à elle. En fait, elle va résister. Elle va se prendre plusieurs injonctions. Et le juge va finir par plier, en fait. Le juge va finir par dire, bon, d'accord, on accepte de dire que vous aviez appliqué la décision de justice. On le retrouve dans les multiples décisions de CA, où la commune dit, non, mais en fait, on n'a pas appliqué votre décision de justice sur notre ancien PLU parce qu'on est en train d'en faire un nouveau. Et comme on en fait un nouveau, ben voilà, on va pas modifier l'ancien. Mais non, en fait, normalement, si on a un juriste comme ça marche pas comme ça. Et en fait, comme on doit appliquer sans délai la décision de justice, bah, sans délai, bah, ça veut dire qu'il n'y a pas de délai, quoi. Voilà, c'est ce qu'a fait Chamonix à ce moment-là. Courchevel. Courchevel va obtenir. Courchevel, donc c'est une décision qui s'appelle Saint-Vont-Tarentaise du Conseil d'État de 2017. Courchevel va résister à l'annulation de son PLU et va provoquer un revirement de jurisprudence au niveau national. Et donc c'est très intéressant de voir qu'une des communes que j'avais sélectionnées obtient un revirement de jurisprudence au niveau national parce qu'elle va lutter sur un aspect pour lequel beaucoup de communes se sont fait annuler leur PLU, c'est-à-dire le fait de ne pas bien avoir défini les objectifs du PLU au début de sa rédaction. En fait, un PLU, ça prend 5 ans à rédiger. Donc, il est possible qu'au début de la rédaction du PLU, il y a 5 ans, vous n'ayez pas très bien précisé certains objectifs, etc. Et la jurisprudence va s'assouplir là-dessus. Ce que montre mon étude, c'est que on n'a pas seulement à faire un revirement de jurisprudence où les juges se sont dit ah oui, là, c'était pas bien, on fait un revirement. Il y a tout un tas d'acteurs qui sont allés dire au Conseil d'État ça va pas. Donc la commune qui fait appel évidemment en 2014 quand elle se fait annuler, voilà, donc il y aura le Conseil d'État en 2017. Mais en fait, par exemple, au tribunal administratif de Grenoble, les tribunaux administratifs sont inspectés par le Conseil d'État. Et les juges, ils vont dire au Conseil d'État, on ne veut plus annuler les PLU sur la décision Saint-Lunaire. Ça suffit, on en a marre. Il faut que vous changiez cette jurisprudence. Donc ça, c'est intéressant. Je suis allée tester une hypothèse qui existe dans la littérature, qui est de dire, en fait, les changements sont progressifs. Il n'y a pas de grand revirement. Et c'est vrai qu'on trouve de multiples décisions de justice qui vont progressivement amener le changement. Et aussi le fait que une décision de justice, souvent, on a des revirements parce qu'on a des décisions qui sont impopulaires. Et là, si on regarde dans la doctrine et chez les juristes, à l'époque, cette décision commune de Saint-Lunaire qui permettait les annulations, en 2011, elle était très impopulaire. Et donc, on a un revirement 6 ans après, en 2017. Mais parce que la commune de Courchevel, elle a les moyens d'aller défendre son PLU jusque-là. C'est une grande commune, support de station de ski. L'Uez, l'Uez qui subit une annulation en 2017, donc déjà c'est une commune qui a résisté longtemps à l'outil du PLU. Et en fait, on a des fonctionnaires à la DDT de l'Isère qui ne sont pas arrivés à imposer cet instrument à cette commune. Alors que si on regarde en Savoie, la relation entre la DDT et les communes, elle est plus forte. Et du coup, on a des PLU qui sont élaborés plus tôt. Là, en 2015, déjà, on s'est tard pour faire un PLU qui est né normalement en 2000. Et donc, 2015, annulation du PLU pour, en fait, des prévisions économiques qui sont trop optimistes, voire irréalistes d'extension urbaine. Et donc, annulation. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la commune, elle va lancer tout un tas de discussions informelles avec la préfecture, les associations environnementales qui ont fait le recours pour savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on applique. En fait, que font les associations? Évidemment, elles négocient l'application de la décision de justice. Et l'UEZ aussi va recourir à un cabinet d'urbanisme, ce qu'elle n'avait pas forcément fait auparavant. Et ce cabinet d'urbanisme dont je vous ai parlé, qui dit, nous, on est des pompiers de l'urbanisme. Pas de bol, parce qu'ils se font annuler quand même après. Donc, est-ce que ça marche ou pas? Je sais pas. Donc, tout ça pour vous dire que voilà, on voit que pour mener les politiques d'urbanisme et quelle est l'influence du juge, c'est qu'il faut quand même avoir un capital contentieux, une maîtrise du litige devant les juridictions et être capable, après la décision de justice, d'en maîtriser les applications. Parce qu'on peut résister. Il y a des stratégies de résistance qui sont conseillées ou autres, mais les communes, elles n'ont pas le personnel pour le faire, mais elles ont les moyens en montagne de payer des avocats
et les urbanistes qui vont les aider à penser ça. Et donc, ça m'a aidé aussi à comprendre un peu mieux comment est-ce qu'on rédige un PLU une fois qu'on s'est fait annuler. J'ai vu des choses très surprenantes, par exemple des communes qui me disaient, ben, on a réapprouvé le PLU. J'étais là, mais comment ça, il y a dans le code de l'urbanisme, il n'y a pas réapprouvé. Mais expliquez-moi, c'est super. Bah oui, en fait, on s'est fait annuler une fois, bah, du coup, on a repris le même et puis on a réapprouvé. C'est incroyable, c'est génial. Mais en fait, bah non, on peut pas faire ça. Mais, ou d'autres communes, voilà, celles qui disent, bah non, on a toujours un PLU d'avance sous le coude, ce qui est super cher et super chronophage. Mais c'était une stratégie qu'elles avaient élaborée et pensée pour le faire. Donc ça, c'est toujours très intéressant. Des extraits d'entretien, voilà, des communes pour montrer un peu un capital qui est assez faible parfois au niveau juridique. US, par exemple, qui dit, ah, on n'a pas vraiment de juriste, on a une personne qui part, qui est spécialisée dans l'aménagement du territoire, mais voilà, on a plutôt recours à un cabinet d'avocats. À Chamonix, on travaille avec un cabinet d'avocats. Et à Courchevel, eux, ils avaient un peu, c'est Saint-Bon parenthèse, eux, ils avaient un peu perdu confiance dans leur avocat, parce qu'en fait, quand ils se font annuler le PLU, ils avaient demandé conseil à leur avocat, et leur avocat leur dit, si, c'est bon, faites ça. En fait, ils se font annuler pour une modification du PLU, enfin, le dernier jour de l'enquête publique, ils ont modifié le dossier d'enquête publique, voilà. On leur a certifié qu'il n'y avait pas de problème, alors que l'État, en fait, ce que je montre dans la thèse, c'est que l'État leur a dit, non, ne faites pas ça. Ils n'ont pas écouté l'État. Donc, ce qui permet un peu de comprendre, voilà, par un travail empirique, ce qui se passe quand on a une annulation de PLU et une question qui est souvent peu traitée. En fait, on va trouver beaucoup de notes de jurisprudence sur euh, les décisions du Conseil d'État, de CA, les jugements de TA parfois. Mais en fait, on ne sait pas trop ce qui se passe après. C'est un peu une boîte noire. Et mon étude, elle a plein de défauts, je pense. Il y a plein de choses que j'aurais pu mieux faire. Euh, mais je pense que mon idée, c'est de dire, OK, il faut vraiment qu'on ait les outils et qu'on se pose la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour investiguer ce qui se passe après dans le travail de l'administration, dans l'application des décisions de justice, quoi. Et en tout cas, c'est une porte ouverte et je pense qu'il y a plein de choses à en dire et à en faire dans d'autres domaines notamment. Euh, et utiliser les méthodes empiriques, ça me permettait ça. Voilà pour la conclusion. Les publications que j'ai faites après ça, Gilles Pinson, qui était le seul pas juriste de mon jury, m'a dit, mais c'est génial, moi j'ai trop envie de savoir que font les urbanistes et les avocats. D'ailleurs, j'ai un doctorant sur cette question, etc. Et il m'a dit, ça vaut vraiment le coup d'en faire un article. Et du coup, d'un droit et société, j'avais soumis un article sur l'écriture des PLU par les urbanistes et avocats. Sur l'écriture, en fait, on a souvent des articles qui nous disent, ah, euh, c'est une honte que les grands cabinets de conseil écrivent les lois pour l'État, etc., ceci, cela. Oui, oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe pour les normes locales? Qui écrit les normes locales et le droit administratif local? Et je trouve que c'est une grande question. Et quel est le rôle des urbanistes et avocats là-dedans? J'en profite pour dire aussi que en droit public, on connaît très peu de choses sur le travail des avocats. Et alors encore plus des urbanistes. Euh, je crois que c'est Leroy Israël qui travaille là-dessus, sur les avocats en ce moment, qui a un projet de recherche dessus. Je pense que typiquement, le point de vue interne, externe, modéré des juristes, il nous permettrait, en tant que gens qui ont fait des études de droit, d'aller investiguer. J'ai trop envie de savoir comment marchent les cabinets de droit public, des affaires, par exemple. Comment travaillent ces avocats? Et il y a plein de questions à se poser là-dessus. Et en fait, pourquoi les sociologues le font pas? Ils travaillent plutôt sur le droit de la famille ou autre. Parce qu'en fait, c'est trop complexe à comprendre. Quand on fait de la socio ou autre, droit public des affaires, c'est pas facile et c'est pas forcément quelque chose qu'on voit et qui est des grandes questions sociales, en fait, souvent. Alors qu'on a un très beau travail sur, par exemple, le droit du travail, le droit des étrangers, voilà. Mais par exemple, voilà. Donc, appel à candidature, s'il y en a qui veulent travailler là-dessus. Ensuite, un autre article, c'était dans la revue de géographie alpine, pour valoriser un peu ce travail aussi auprès des collègues géographes qui travaillent beaucoup sur les questions en montagne, d'urbanisation. Et puis, il y a eu l'ouvrage l'année dernière. Et enfin, autre chose empirique qui devrait paraître, c'est un des résultats de mon travail de post-doctorat. Ce serait d'un politique et management public. Donc, l'idée, c'était qu'on avait fait des entretiens, une enquête pour savoir comment on fait pour acheter vert et qu'est-ce que c'est que cette commande publique environnementale et comment on fait pour appliquer ce droit quand on travaille dans des régions, collectivités ou autres.
Donc voilà, pour vous dire aussi que du coup, je cherche pas forcément à publier dans des revues de droit, je cherche à publier dans des revues qui valorisent les méthodes empiriques, mais ce qui demande quand même un gros travail d'écriture et d'acculturation à la façon d'écrire. On n'écrit pas de la même manière dans la revue de géographie alpine que dans droit et société ou dans politique et management public. Et ça nous demande pas mal de travail, mais c'est toujours très intéressant. Aussi, c'est des revues, j'essaie de publier dans des revues en double aveugle où on a une revue au double aveugle, ce qui n'est pas le cas de la JDA, RFDA, etc. Et, euh, et comme j'en ai pas eu besoin pour avoir de poste, je me dis que maintenant, j'en ai plus besoin du tout. Non, enfin, c'est surtout, c'est pour dire que, en fait, il faut qu'on ait des choses un peu plus structurées. Et moi, et qui valorise les travaux empiriques. Et je me dis qu'il faut publier dans des revues comme ça. Moi, ça me plaît quand on a une revue en double aveugle, quand on a quelque chose de sérieux derrière. Et pas juste un OK, on publie parce qu'on a de la place et qu'on est un peu copain. Et un peu dommage aussi, et ce qui fait du mal à la scientificité du travail. Et quand certains collègues nous disent, mais comment ça marche chez vous? Et qu'on leur explique ça, ils sont là, ah d'accord. Et voilà, le but, c'est aussi d'aller dialoguer avec euh, d'autres sciences sociales. Donc, c'est pour ça que je fais ces publis-là. Mais je fais quand même aussi des notes d'arrêt parce que j'aime bien. Ça permet, il ne faut pas non plus, comme dit Julien Bétail, il ne faut pas non plus dévaloriser ce travail-là dogmatique parce qu'à des moments, il sert, mais c'est du travail de description au début, quoi. Ça nous permet de comprendre de multiples choses, mais c'est pas la fin de l'enquête, c'est pas la fin du travail scientifique, c'est le début seulement. Et j'aime bien que ce soit en libre accès. Du coup, c'est dans la revue, souvent Alioda, qui parle donc des tribunaux administratifs dans le ressort de la Cour administrative d'appel de Lyon. Donc là, j'en ai deux qui devraient sortir sur le SCOT de Maurienne et sur l'annulation à la CLUSA de la retenue collinaire. Et là, pareil, dans mes notes d'arrêt, j'essaye aussi de faire référence aux travaux en géographie, par exemple. Je me sers de la note d'arrêt pour effectivement commenter une décision de justice, mais j'essaye de mettre aussi que disent certaines études quantitatives, que dit le reste de la science. J'essaye un peu de faire référence à des travaux en géographie, par exemple, pour montrer que peut-être cet exercice de la note d'arrêt, au lieu de le penser comme quelque chose de très rébarbatif et très dans les clous, on peut peut-être en faire autre chose, en fait. Parce que parfois, il est utile et intéressant, et c'est aussi voilà, dans le dernier, j'avais mis des cartes et des tableaux sur le Scott de Maurienne, par exemple, et ça passe en fait, c'est public. Voilà, merci de m'avoir écouté, hein. Je suis désolée si c'était un peu long et si l'urbanisme, c'est pas votre truc. Je comprends tout à fait. Euh, mais vous penserez un peu, du coup, à l'empirisme si vous avez la chance d'aller faire du ski, du coup. Mais je serais très contente de répondre à vos questions, à vos remarques. Voilà, je suis ouverte à tout un tas de remarques et de questions.